La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la troisième couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autre point comme celui-ci qui puisse faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées.
parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Imaginez un monde de métal brûlant, où le fer et le nickel dansent dans un inferno de feu. C'est le noyau interne, le cœur de notre planète. Mais que se passerait-il si ce même cœur était en train de changer ? Les dernières recherches suggèrent que le noyau interne de la Terre pourrait ralentir et même inverser sa rotation. Est-ce un signe de la fin des temps ? La Terre s'effondrera-t-elle sur elle-même ? Découvrons-le. Imaginez que vous avez un oignon géant et que chaque couche représente une différente couche de la Terre. Le centre de cet oignon, la partie que vous ne pouvez jamais atteindre, représente le noyau interne de la Terre. C'est comme une terre mystérieuse où personne n'a jamais mis les pieds. Pourtant, les scientifiques tentent de percer ses secrets depuis des siècles.
Imaginez plonger profondément au centre de la terroir, au-delà de la croûte, du manteau, et enfin, à 2897 km sous la surface, où vous atteindriez le noyau interne. C'est une boule de métal brûlant, composée de fer solide et de nickel, et elle est si chaude qu'elle brille d'un blanc éclatant. Elle est également entourée d'un noyau externe liquide. Cet endroit mystérieux est incomparable à tout autre sur notre planète. Et, tenez-vous bien, il tourne sur son propre axe. Le noyau interne est comme une tornade de feu qui tourbillonne constamment, générant chaleur et énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pourquoi est-il si important d'étudier ce petit morceau de la Terre? Eh bien, il est responsable de la création de notre champ magnétique. Ce champ magnétique est important à étudier car il nous protège des radiations nocives du Soleil. Il est généré par le mouvement du métal en fusion dans le noyau externe de la Terre et la rotation de la Terre. Ces mouvements produisent des courants électriques qui créent ensuite le champ magnétique. C'est comme un bouclier qui nous protège et aide à maintenir notre planète en bonne santé et en sécurité. Mais il reste encore tant de choses que nous ne connaissons pas sur le noyau interne. Par exemple, comment s'est-il formé? Les scientifiques pensent donc qu'il a commencé à se solidifier il y a environ 1 milliard d'années. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Quel a été le déclencheur? Ou par exemple, qu'en est-il de la structure cristalline du noyau interne? On pense qu'il s'agit d'un type de fer appelé fer compact hexagonal. Mais nous ne savons toujours pas si c'est effectivement le cas. En d'autres termes, nous avons de nombreuses théories, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les confirmer, du moins pour l'instant. Alors, comment les scientifiques étudient-ils le noyau interne si personne ne peut s'y rendre? Ils utilisent la sismologie. La sismologie est comme un scanner sonique pour la Terre. Vous envoyez des ondes sonores à travers la Terre et mesurez la manière dont elles rebondissent pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est essentiellement ainsi que nous avons découvert le noyau interne dans les années 1930. Imaginez que vous écoutez les ondes sonores avec votre machine de sismologie spéciale. Soudain, vous entendez un bruit étrange, comme un ping. Il est différent des autres sons que vous avez entendus, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous continuez à écouter, et vous entendez le ping, à nouveau, et encore. Vous commencez à réaliser que ce ping se produit chaque fois que l'onde sonore atteint le centre de la Terre. Vous étudiez de plus en plus les données, et finalement, vous comprenez. La Terre possède un noyau interne solide. Cette découverte a été une grande percée, et nous a aidé à mieux comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète, et comment elle fonctionne. En ce moment, les scientifiques utilisent également quelque chose de similaire pour étudier ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète. Lorsque des tremblements de terre se produisent, des ondes traversent la Terre et rebondissent sur différentes couches, y compris le noyau interne. En étudiant ces ondes, les scientifiques peuvent apprendre des propriétés du noyau interne, telles que sa densité et sa température. Ils résolvent essentiellement un mystère en rassemblant de petits indices. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension. Le noyau interne est une partie unique et fascinante de notre planète. C'est un lieu où les lois de la physique fonctionnent différemment de celles à la surface. Et c'est un endroit où les scientifiques tentent encore de démêler ces nombreux mystères. Et voici l'un d'eux. Pour une raison quelconque, le cœur de notre planète est sur le point de cesser de tourner. Une nouvelle étude à ce sujet a été publiée dans Nature Géosciences. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Pékin en Chine. Elle a révélé un énorme rebondissement. Les scientifiques ont découvert que le taux de rotation du noyau interne avait considérablement ralenti. C'est quelque chose que personne n'attendait, mais selon les résultats de leur étude, le ralentissement a commencé dès 2009. Et ce n'est pas tout. Leurs résultats suggèrent également que le noyau interne pourrait inverser sa rotation. C'est vrai, cette boule chaude de fer et de nickel qui tourne depuis des millions d'années pourrait être en train de ralentir et de changer de direction. C'est comme lorsqu'une toupie commence à ralentir, sauf que cela se passe au centre de notre planète. Les scientifiques sont perplexes face à cette découverte depuis un certain temps maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela se produit-il? Eh bien, il semble qu'il pourrait y avoir un schéma plus large en jeu. Les scientifiques pensent que ce changement dans la rotation du noyau interne pourrait être dû à l'influence du manteau terrestre et du champ magnétique du noyau externe de la Terre. Le manteau et le noyau externe influencent le noyau interne, ce qui entraîne un ralentissement de sa vitesse de rotation et pourrait potentiellement changer de direction. Avant cette étude, les scientifiques pensaient que le noyau interne tournait plus rapidement que la croûte terrestre. Cependant, ces nouvelles informations suggèrent
que le noyau interne pourrait ralentir en raison de l'effet gravitationnel du manteau terrestre et du champ magnétique de son noyau externe. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les données remontant jusqu'aux années 1960, ils ont découvert que la rotation du noyau interne de la Terre était constante de la fin des années 1970 au début des années 2000. Avant cela, ils ont trouvé qu'un autre événement possible de ralentissement ou de renversement aurait pu se produire au début des années 1970. C'est comme si la rotation du noyau interne était comme un tour de montagne russe, accélérant, ralentissant et pouvant même inverser sa trajectoire sur une période de temps. Les chercheurs estiment que ces changements se produisent tous les 7 décennies environ, ce qui est assez fou. Mais pourquoi cela se produit-il? Malheureusement, nous n'en avons toujours aucune idée. Les raisons exactes pour lesquelles le noyau interne de la Terre s'arrête parfois et commence à tourner dans une autre direction ne sont pas encore bien comprises. Cependant, les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à des interactions complexes entre le noyau interne solide et le noyau externe liquide environnant. De nombreux éléments différents peuvent intervenir ici. Les changements de température, de pression et de composition du noyau, ainsi que le mouvement des matériaux au sein du noyau lui-même, etc. Également, comme nous avons dit précédemment, le champ magnétique terrestre et les forces gravitationnelles provenant du manteau environnant pourraient également jouer un rôle ici. Nous avons besoin de recherches supplémentaires pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les changements de rotation du noyau interne. Alors, le monde est-il en train de se terminer? Heureusement, non, pas tout de suite. Bien que le noyau interne change de direction actuellement, ce n'est pas la fin du monde tel que nous le connaissons. Et même si les découvertes peuvent sembler très importantes, la vie à la surface de la Terre n'a pas été beaucoup affectée, voire pas du tout. En fait, c'est juste un aspect fascinant du fonctionnement interne de la Terre dont nous apprenons davantage chaque jour. Vous pouvez donc dire avec soulagement, rien de catastrophique ne se passe. De plus, selon Hrvoje Tkalčić, géophysicien à l'Université nationale australienne, le noyau interne est maintenant plus en phase avec le reste de la planète qu'il ne l'était il y a une décennie, lorsqu'il tournait un peu plus vite. Dans l'ensemble, cette nouvelle étude a ajouté une étrange tournure à l'histoire du noyau interne de la Terre. Et les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce lieu mystérieux. Qui sait quels autres secrets sont cachés au cœur de notre planète? Les possibilités sont infinies. Alors, continuons à rechercher et profitons de notre séjour sur cette incroyable planète. Vous pensez probablement que le champ magnétique de la Terre est généré par une énorme sphère de fer solide, située au centre du globe, n'est-ce pas? Je fais référence à son noyau interne. Mais le problème est que, dans le noyau interne, les températures sont si élevées que le magnétisme du fer s'en trouve altéré. Lorsque cette température, appelée le point de Curie, est atteinte, les atomes ne peuvent qu'être plus s'aligner selon un axe magnétique. En réalité, le champ magnétique terrestre est engendré par le noyau externe en mouvement, et le magnétisme y est plus de 50 fois plus intense qu'à la surface. Le fer liquide du noyau externe conduit l'électricité de manière très efficace, ce qui permet la création des courants électriques générant le champ magnétique. Sans ce mécanisme, notre planète ne pourrait pas conserver d'atmosphère, et nous perdrions notre principale protection contre les radiations spatiales les plus nocives. Ce n'est pas le noyau externe qui a récemment suscité notre surprise. Selon les scientifiques, il est probable que le noyau interne de la Terre ait cessé de tourner par rapport au manteau et à la surface de la planète. Plus intriguant encore, il pourrait même inverser sa rotation. Examinons tout cela de plus près. La Terre est constituée de la croûte, du manteau, ainsi que des noyaux externes et internes. Le noyau interne solide se situe à environ 5200 km sous la croûte. Il est séparé du manteau semi-solide par le noyau externe liquide, celui-là même grâce auquel nous bénéficions du champ magnétique. Étant donné que ce noyau externe est liquide, il permet au noyau interne de tourner à une vitesse différente de celle de la rotation de la planète. Le noyau de la Terre a un rayon d'environ 3500 km et est presque aussi volumineux que Mars. Il est principalement composé de fer et de nickel et représente environ un tiers de la masse totale de la Terre. La rotation du noyau interne est alimentée par le noyau externe et il semble que le ralentissement du noyau ait débuté en 2009. Depuis lors, les relevés sismiques, qui variaient continuellement auparavant, montrent peu de différence. Cela conduit les scientifiques à conclure que la rotation du noyau interne pourrait être à l'arrêt. Nous ne sommes cependant pas confrontés à un scénario de catastrophe. Apparemment, la pause temporaire du noyau interne s'inscrit dans un cycle de 70 ans.
Dans ce cycle, le noyau change de direction tous les 35 ans environ. Cela pourrait influencer le champ magnétique terrestre ainsi que la durée du jour. Mais certains chercheurs restent sceptiques, tandis que d'autres scientifiques vont même jusqu'à affirmer que le noyau interne serait complètement immobile. Mais que se passerait-il si le noyau terrestre cessait effectivement de tourner? Si cela concernait uniquement le noyau interne solide, la réponse serait « rien de particulièrement dramatique », même dans le cas où il ne se contenterait pas de changer simplement le sens de sa rotation, comme il semble le faire actuellement, mais s'arrêter totalement. Cela n'affecterait que la vitesse de rotation de la Terre. Celle-ci ralentirait, allongeant ainsi la durée des journées. De plus, à long terme, cela pourrait altérer le champ magnétique de notre planète, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Pas aussi mauvaise que l'arrêt de la rotation du noyau externe, néanmoins. Comme vous le savez, l'absence de rotation de ce noyau externe entraînerait la perte de notre champ magnétique. Cela marquerait le début du déclin de notre planète et les conséquences seraient désastreuses. Les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision, entraînant des perturbations majeures. Comme lorsque, dans un bus, le conducteur freine brusquement et vous projette sur les passagers environnants, un phénomène similaire se produirait à une échelle planétaire. La collision soudaine des plaques tectoniques provoquerait des séismes destructeurs le long des frontières des plaques à travers le monde. Ils anéantiraient les bâtiments, ponts et routes, dévastant nos infrastructures. Les systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité et les lignes téléphoniques seraient également détruits, et ce ne serait que le début. En l'absence de champ magnétique protecteur, les radiations cosmiques commenceraient à atteindre la surface de notre planète. Ces particules énergétiques provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, détruisant ainsi la couche d'ozone. Cela permettrait à un plus grand nombre de rayons cosmiques de parvenir à la surface terrestre. Ces radiations nuiraient à toutes sortes d'équipements électroniques et provoqueraient des pannes dans les réseaux électriques. Les répercussions seraient catastrophiques non seulement pour les humains, mais également pour l'ensemble des formes de vie sur Terre. Un noyau stationnaire compliquerait considérablement le repérage. Les gens devraient recommencer à utiliser des cartes routières, car les boussoles deviendraient obsolètes. De plus, cela compliquerait, voire rendrait impossible, la migration des animaux. Les oiseaux perdraient leur orientation, et les tortues auraient les plus grandes difficultés à retrouver les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, il y a peu de chances que nous soyons confrontés à un tel scénario, car il est extrêmement improbable que le noyau externe de notre planète ne cesse jamais de tourner. Souhaitez-vous découvrir quelque chose d'exceptionnel? Alors écoutez ceci. Le noyau interne de notre planète possède son propre noyau. Les scientifiques ont récemment fait cette découverte. Ils ont appris que ce noyau dans le noyau pourrait s'être formé il y a environ 500 millions d'années, à la suite de changements géologiques majeurs. Que dire des autres planètes? Possèdent-elles des noyaux semblables à celui de la Terre? Prenons Mars, l'un de nos voisins les plus proches. Son cœur est de la taille de la Lune et presque 2 fois plus dense. Les scientifiques ont tiré cette conclusion après avoir analysé les données relatives au premier séisme martien observé ainsi qu'à l'impact d'une météorite. Ces événements ont été capturés par l'atterrisseur InSight de la NASA, qui surveillait l'activité sismique de la planète rouge depuis 4 ans. Les chercheurs estiment également que le noyau de Mars est constitué pour l'essentiel d'un alliage de fer liquide avec une petite proportion d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Autrefois, Mars possédait probablement un noyau en rotation qui soutenait le champ magnétique de la planète. Il est même possible qu'il y ait eu des océans chauds, foisonnants de vie. Cependant, quelque chose a dû se produire. Et un jour, le noyau de la planète rouge s'est figé. Cela a vraisemblablement conduit à l'affaiblissement de son champ magnétique autrefois puissant. L'atmosphère de Mars a été emportée par de puissants vents solaires, se déplaçant à plusieurs centaines de kilomètres à la seconde, transformant ainsi la planète rouge en un désert aride et stérile. Qu'en est-il des géantes gazeuses? Prenons la plus grande des planètes du système solaire, Jupiter. Elle est 2 fois plus massive que toutes les autres planètes combinées. Environ 1300 terres pourraient tenir dans cet immense corps céleste. Jupiter possède également la journée la plus courte de tout notre système, à peine 10 heures terrestres. Néanmoins, la géante gazeuse met 12 années terrestres pour compléter une orbite autour du Soleil. Jupiter est probablement apparu en même temps que le reste de notre système stellaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui est particulièrement fascinant avec cette géante gazeuse,
c'est qu'elle possède les mêmes composants qu'une étoile. Malheureusement, ou vaudrait-il mieux s'en réjouir, elle n'a pas atteint une masse suffisante pour déclencher de fusion nucléaire. Les chercheurs ne savent pas avec certitude à quoi ressemble le noyau de Jupiter. Selon la plupart des théories, la géante gazeuse posséderait un noyau dense composé d'éléments lourds. Au cours de sa formation, ce noyau était probablement constitué de débris, de matériaux glacés et d'autres petits objets, tels que des comètes et des astéroïdes, se déplaçant rapidement. Grâce à leur gravité mutuelle, ces fragments se sont agglomérés, formant des morceaux plus grands qui ont finalement constitué le noyau de Jupiter. À un moment donné, ce noyau est devenu suffisamment massif pour commencer à attirer l'hydrogène et l'hélium. De plus en plus de gaz s'est accumulé, jusqu'à former Jupiter tel que nous connaissons aujourd'hui. Il est également possible que Jupiter n'ait pas de noyau distinct, ou peut-être que celui-ci a existé autrefois mais s'est depuis érodé. Espérons que nous pourrons bientôt répondre à ces questions, car Juno, la sonde spatiale de la NASA, orbite en ce moment même autour de Jupiter et recueille des données sur ses champs gravitationnels et magnétiques. Alors, qu'en est-il du champ magnétique de la géante gazeuse, vous demanderez-vous? Existe-t-il seulement? Tout à fait. Jupiter est entouré d'un champ magnétique colossal qui constitue sa magnétosphère. On a voyagé loin jusqu'au noyau de la Terre et dans l'espace. Mais si l'on pouvait combiner ces aventures et découvrir ce qui se cache dans les entrailles des autres planètes et lunes du système solaire. Avec l'aide de cette hyperforeuse interstellaire, nous pouvons y parvenir, du moins en partie. Les coordonnées sont entrées, tous les systèmes sont prêts, et notre première destination est... la Lune. Notre Lune en fait. Nous atterrissons sur sa surface grise et désolée, sous un ciel noir. Pas de bleu ici car il y a très peu d'atmosphère pour disperser la lumière. La foreuse se met en marche et nous traversons d'abord la couche externe de la Lune, la croûte, comme sur Terre. Comme nous sommes sur la face ensoleillée, l'épaisseur de cette couche n'est que de 70 km. Mais si nous nous posions sur la face cachée, elle serait plus de 2 fois plus épaisse. La Lune est un corps rocheux, sa croûte est donc en grande partie constituée de silicium, de fer, d'aluminium, de calcium, d'oxygène et de magnésium, avec des quantités beaucoup plus faibles d'autres éléments. Plus bas, on trouve le manteau, et c'est un voyage long et fastidieux. Cette couche a une épaisseur d'environ 1400 km. Elle se réchauffe au fur et à mesure que l'on s'enfonce, et on y trouve des minéraux composites, le pyroxène et l'olivine. Ils sont composés de fer, de silicium, d'oxygène et de magnésium, dans des proportions différentes. Puis, on traverse les couches dures, et on entre dans le noyau externe semi-fondu. Un autre voyage d'environ 150 km nous attend à travers ce marécage brûlant, et on plonge dans l'océan de fer du noyau liquide. Il fait près de 100 km d'épaisseur, et le métal en fusion menace de nous vaporiser à tout instant. Mais cette foreuse a été conçue pour supporter des assauts impitoyables. Et puis soudain, on s'arrête. Dans les parties les plus profondes de la Lune, il y a un noyau de fer solide qui a une épaisseur de 240 km. On pourrait forer à travers, mais ce ne sera pas nécessaire. Alors on y place juste le drapeau, puis on passe à la planète suivante sur notre liste de forage. Et il s'agit de Mercure. Il faisait déjà chaud à l'intérieur de la Lune, mais à la surface de la plus petite planète du système, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle est si proche du Soleil, bien sûr. Très bien, forons. Mercure possède une coquille externe assez épaisse, qui est à la fois sa croûte et son manteau, et qui s'étend sur environ 400 km de profondeur. Ce n'est pas le voyage le plus fascinant, elle ressemble à la Terre dans plusieurs aspects. Mais ensuite, la foreuse s'arrête et s'enfonce dans une paroi métallique solide. Il s'agit du noyau de Mercure qui a un diamètre de plus de 4000 km. Il occupe 85% du diamètre total de la planète. Inutile d'essayer de forer à travers celui-ci, il est entièrement métallique et extrêmement dense. Passons à la planète suivante, et nous voici sur Mars à présent. Oh, regarde, c'est le coucher du soleil ici, et le soleil rend le ciel d'un bleu brumeux. Mais tu connais la procédure. Je veux dire, on est ici pour forer, et c'est ce qu'on va faire. La croûte de Mars est assez fine comparée à celle de la Terre, seulement 10 à 50 km de profondeur. Mais sa composition est sensiblement la même. Fer, aluminium, calcium, potassium et magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains cherchent à coloniser un jour la planète rouge. Elle est très semblable à la nôtre. Nous avons très vite percé la première couche, et la seconde, le manteau, se trouve maintenant devant nous. C'est une couche dure et rocheuse d'une épaisseur d'environ 3000 km. En raison de sa taille, Mars n'est plus actif sismiquement,
Il n'y a tout simplement pas de magma en ébullition sous la surface de la planète, ce qui la rend silencieuse et paisible. C'est un long travail de forage, mais nous nous arrêtons finalement de manière brutale en nous heurtant au noyau, une boule de fer, de nickel et de soufre d'un diamètre de 3200 à 4200 km. Ce noyau est plus gros que celui de Mercure, mais la planète elle-même est plus grosse aussi, donc ça se comprend. Ok, notre prochain arrêt est encore plus intéressant car il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et nous avons atterri en plein milieu d'un océan. L'océan, si j'ose dire, est le plus grand de tout le système, et il est fait d'hydrogène liquide. La foreuse passe sans problème à travers la surface de la planète, puisqu'il n'y a pas de roche ou de métal dur ici, seulement du gaz et du liquide. Mais les secousses, aïe aïe aïe, la pression sur cette planète est plus qu'énorme, elle est inimaginable. La foreuse est à peine capable de la supporter, et plus elle s'enfonce, plus la pression augmente aussi. Nous avons atteint le noyau de Jupiter et ces conditions sont presque insoutenables. La température ici est d'environ 50 000 degrés Celsius. Et le noyau lui-même n'est pas solide mais liquide, maintenu par l'immense pression de tous les côtés. La foreuse commence à vibrer de façon inquiétante. Mauvais signe. Vite, on sort d'ici avant qu'elle ne se brise. Ouf, pas de vent, pas de pression, pas de chaleur. Tout autour de nous n'est qu'un vaste désert glacé, sillonné de crêtes et de bandes rougeâtres. C'est Europe, une des lunes les plus prometteuses de Jupiter. Pendant que nous forons à travers la glace, laisse-moi t'expliquer. Europe est l'une des candidates les plus probables pour abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. Et elle peut être trouvée juste en dessous de la coquille de glace à travers laquelle nous sommes en train de creuser. Elle n'a qu'une épaisseur de 15 à 25 km, alors qu'en dessous se trouve un énorme océan d'eau salée, 2 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Le point le plus profond de la Terre est le Challenger Deep, et il se trouve à un peu plus de 10 km de profondeur. L'océan d'Europe, quant à lui, peut atteindre jusqu'à 160 km de profondeur. Qui sait ce qui peut se cacher dans cette mer si sombre et si profonde ? Quoi qu'il en soit, on traverse rapidement cette eau et on atteint finalement le fond de l'océan. Le manteau commence ici et il est fait de roches, tout comme sur Terre. Et à peine plus profond, on trouve le noyau métallique de ce satellite. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Il n'est donc pas très surprenant d'atteindre son centre assez rapidement. Ok, on continue et on va plus loin. Oh, je préfère qu'on fore aussi vite que possible. Regarde autour de toi, ça brûle ici. Nous sommes bien sur Io, une autre lune de Jupiter, et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. Regarde, ce volcan fait 2 fois la taille du mont Everest, et il est en train d'entrer en éruption. Heureusement, nous sommes déjà sous la surface d'Io, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité pour autant. Tout est en fusion ici aussi, et principalement de couleur jaune et brunâtre à cause des énormes quantités de soufre. La puanteur doit être horrible. Bref, la caractéristique la plus particulière est que tout est toujours en mouvement sur Io, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jupiter et ses autres lunes génèrent d'énormes forces de marée, faisant gonfler la surface d'Io de plus de 100 mètres de haut en bas, comme les plus grands tsunamis sur Terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau mais de la roche. Plus on s'enfonce, plus ça se calme, jusqu'à ce que l'on arrive au noyau de fer. C'est toujours chaud ici, mais au moins, il n'y a pas de tremblement et de gonflement comme au-dessus. Mettons un autre drapeau et allons au prochain point. Et ce serait bien Saturne, la 2e plus grande planète du système solaire et la plus connue pour ses anneaux spectaculaires. Pas la seule à en avoir d'ailleurs, mais nous y reviendrons. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, notre foreuse tombe simplement à travers l'hydrogène et l'hélium gazeux qui constituent la majeure partie de la surface et de l'atmosphère de la planète. Pas besoin de travailler ici, il suffit d'attendre et d'espérer que l'immense pression ne réduira pas notre foreuse en un tas de ferraille. Enfin, la pression est devenue si énorme qu'on se retrouve dans l'hydrogène liquide. Et là, on commence à plonger. Bientôt, on va atteindre le noyau solide de Saturne. Ah, nous y sommes. Il est fait de fer et de nickel et est en fait assez petit comparé au reste de la planète. Bien, une dernière destination nous attend, alors allons-y. Et nous voilà, Neptune. La foreuse déploie immédiatement des ancres car les vents sont ici extrêmement puissants. Ils atteignent des vitesses 5 fois supérieures à celles des ouragans les plus dévastateurs sur Terre. Neptune est recouverte d'une assez fine couche d'hydrogène et d'hélium, tout comme Saturne ou Jupiter. Mais en dessous, il y a bien plus que cela. Il fait chaud, il y a du vent et on se sent très seul ici, à la périphérie du système solaire.
Alors, autant creuser. Sous les gaz, on trouve tout à coup une masse chaude et bouillonnante d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ouf, ces substances sont chaudes même si Neptune est appelée une géante de glace. Ce nom vient de son noyau. Au plus profond, là où nous nous dirigeons rapidement en ce moment même, une petite boule de roche et de glace trône toute seule. Et malgré les températures ardentes du dessus, la glace en dessous. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface.
Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité, de sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous,
Et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ses bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture.
Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Le bouclier protecteur de notre planète se dégrade et finit par ne plus suffire. Il en va de même pour nos satellites. D'abord, les satellites de communication en orbite haute tombent sur Terre. Ensuite, les astronautes en orbite terrestre basse ne peuvent plus contacter leur centre de contrôle. Et enfin, des rayons cosmiques dangereux et implacables commencent à bombarder toute la planète, provoquant le chaos et la dévastation. Sont-ce les conséquences terrifiantes du renversement du champ magnétique de la planète auquel nous allons devoir faire face ? En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le pôle magnétique nord de la Terre est extrêmement déséquilibré. C'est tellement grave que les scientifiques vont devoir réviser le modèle global du champ magnétique qui avait été publié il y a seulement 4 ans.
Est-ce que cela signifie que le pôle magnétique de notre planète va bientôt s'inverser? Un peu de patience. Nous allons le découvrir un peu plus tard. Voyez-vous, le pôle magnétique se déplace de manière assez erratique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Et ces mouvements sont très imprévisibles. Mais il est normal que le pôle bouge. Il existe des relevés sur le long terme à Londres et à Paris qui prouvent que le pôle magnétique nord se déplace aléatoirement autour du pôle de rotation sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Mais le plus étonnant dans son mouvement, c'est qu'il tend à gagner en vitesse. Vers le milieu des années 90, le pôle magnétique a inopinément accéléré, passant d'un peu plus de 14 km à 54 km par an. Et récemment, le pôle a franchi la ligne de changement de date, se dirigeant vers l'hémisphère oriental. L'Agence spatiale européenne a lancé des satellites de pointe destinés à analyser le champ magnétique en 2013. Grâce à eux, les chercheurs disposent de précieuses données qu'ils peuvent non seulement utiliser pour dresser des cartes du champ magnétique, mais aussi pour les mettre à jour tous les 6 à 12 mois. C'est ainsi qu'ils ont pu remarquer que le champ principal s'amenuisait, lui aussi. Cela pourrait être un signe que le champ magnétique de la planète est sur le point de s'inverser. Pour mieux comprendre ce processus, nous devons comprendre comment fonctionne le champ qui émane de notre noyau. Mettons que nous ayons une barre aimantée qui traverse le centre de notre planète et qui est un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant est incroyablement puissant, représentant environ 75% de l'intensité du champ magnétique de notre planète à la surface. Notre aimant ne fait pas que bouger, mais il s'affaiblit également, d'environ 7% à chaque siècle. Il faut admettre que cet aimant n'est pas une représentation parfaite du champ produit par notre noyau. C'est plutôt comme si des courants électriques généraient le champ magnétique de la Terre. Néanmoins, ce modèle facilite la compréhension de ce qui arrive à notre planète en ce moment. Le champ magnétique de notre planète joue un rôle important dans la protection contre les radiations dangereuses et l'activité géomagnétique, qui est le produit de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Le champ magnétique de la Terre se déplace également. Les scientifiques ont étudié et suivi le mouvement des pôles magnétiques au cours de centaines d'années. Les mouvements historiques de ces pôles indiquent des changements dans la géométrie globale du champ magnétique de notre planète. Et ils peuvent également signaler le début de l'inversion du champ. C'est ainsi que l'on appelle un basculement entre les pôles magnétiques nord et sud. Il faut savoir que si le pôle magnétique nord se déplace un peu, ce n'est pas un très gros problème. Mais un renversement complet pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète, ainsi que sur nos technologies modernes. Heureusement, de tels renversements ne se produisent pas du jour au lendemain. L'ensemble du processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le pôle magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. Ainsi, les terribles événements du début de cette vidéo ne risquent probablement pas de nous arriver. La magnétosphère continuera à protéger la planète des rayons cosmiques et des particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière pourrait tout de même atteindre la surface terrestre. Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement en lui, on l'appelle un conducteur. Le métal est un excellent conducteur, et nous l'utilisons souvent pour transférer les courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons se déplaçant à travers le métal. C'est ce courant qui génère un champ magnétique. La Terre possède un noyau de fer liquide. En d'autres termes, il existe des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Les courants de charge se déplacent constamment à travers le noyau, et le métal liquide y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique produit à son tour quelque chose qui ressemble à une bulle autour de la planète. On appelle cela la magnétosphère, et elle se situe au-dessus de la partie la plus haute de l'atmosphère. Cette couche nous protège et dévie le rayonnement cosmique de haute énergie, qui sinon serait extrêmement dangereux pour les gens et les autres formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère, la couche de l'atmosphère de notre planète qui contient des tonnes d'ions et d'électrons libres, et qui est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et le vent solaire magnétisé est ce que les scientifiques appellent la météo spatiale. Le vent solaire est normalement assez léger, et il n'y a absolument pas de météo spatiale. Mais parfois, le Soleil commence à expulser d'énormes nuages de gaz magnétisés qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils sont appelés éjections de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont éjectées du Soleil sur plusieurs heures.
Les EMC s'apparentent généralement à d'énormes filaments tordus et peuvent se produire spontanément. Leur fréquence varie selon un cycle solaire de 11 ans. Par exemple, au minimum solaire, on peut observer une éjection par jour. Et lorsque le Soleil est dans sa phase la plus active, il peut y avoir jusqu'à 3 EMC par jour. Les éjections de masse coronale perturbent le flux calme du vent solaire et causent de graves perturbations capables d'endommager des choses à la fois dans l'espace proche de la Terre, comme les satellites, et à la surface de la planète. Si les éjections de masse coronale atteignent la Terre, leur interaction avec la magnétosphère génère des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci peuvent produire des aurores, qui se produisent lorsqu'un flux de particules chargées frappe l'atmosphère et l'illumine. Et puis, il y a aussi les éruptions solaires. Elles se développent plus rapidement et avec beaucoup plus d'énergie que les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure, en comparaison des éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont aussi incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que de telles explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se tord dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie emmagasinée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se poursuivent pendant des heures. Une puissante tempête solaire peut potentiellement provoquer une panne d'électricité dévastatrice sur l'ensemble de la Terre. Si ce n'était pour la magnétosphère terrestre, les effets de l'activité solaire seraient de beaucoup plus dévastateurs. Heureusement, elle dévie la plupart des particules solaires qui se précipitent vers notre planète depuis notre étoile à une vitesse de plus d'1,6 km/h. Mais même ainsi, lors d'événements météorologiques spatiaux, il y a beaucoup de radiations dangereuses près de la Terre. Elles peuvent potentiellement nuire aux astronautes et aux engins spatiaux. De plus, la météo spatiale peut endommager nos grands systèmes conducteurs, comme les pipelines et les réseaux électriques, par exemple en surchargeant les courants qui circulent à l'intérieur. Les scientifiques cartographient et suivent régulièrement l'orientation et la forme globale du champ magnétique de notre planète. Pour ce faire, ils exploitent des mesures locales de l'orientation et de l'amplitude du champ. C'est ainsi qu'ils ont pu conclure que l'emplacement du pôle magnétique nord avait bougé de presque 1000 km depuis que les premières mesures ont été prises en 1831. Le champ magnétique de notre planète s'inverse sur une échelle de temps variant de 100 000 à 1 million d'années. On peut dire à quelle fréquence cela se produit en regardant les roches volcaniques au fond de l'océan. Elles retiennent l'orientation et la force du champ magnétique de la Terre au moment de leur création. Ainsi, la datation de ces roches nous donne une image de l'évolution du champ magnétique de notre planète au fil du temps. D'un point de vue géologique, les inversions de champ se produisent assez rapidement. Mais elles sont extrêmement lentes d'un point de vue humain. Un renversement complet prend normalement quelques milliers d'années. Mais pendant cette période, l'orientation de la magnétosphère peut changer, exposant davantage la Terre au rayonnement cosmique. De tels événements ont tendance à modifier la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude quand aura lieu le prochain renversement du champ magnétique. Mais ils continuent de cartographier et de suivre le mouvement du nord magnétique de notre planète. Au fait, la Terre n'est pas la seule planète disposant d'un champ magnétique. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, ont également une couche d'hydrogène métallique conductrice qui génère leur champ magnétique. Le champ interne de Jupiter empêche le vent solaire d'interagir directement avec l'atmosphère de la planète.